Isayama narre dans ce chapitre une réalité miroir de notre monde, profondément sombre et angoissante. Face à l'horreur et au désespoir, les différents états émotionnels et comportementaux des hommes font surface dans un parfum d'apocalypse. Comme à son habitude, le mangaka nous dévoile un chapitre artistiquement ambitieux avec une réflexion de fond sur la maternité, la vie, la mort, l'espoir et le désespoir. C'est dans une douleur muette et étouffante, sublimée par son dessin qu'Isayama dépeint sans mots et sans son le cataclysme qui s'abat actuellement sur l'humanité, aux quatre coins du monde. Que ce soit dans une architecture londonienne ou devant un sanctuaire shinto, des ethnies de différentes cultures n'ont d'autre choix que de subir le courroux des reines. Ainsi, c'est dans une magnifique toile crépusculaire que s'applique le jugement dernier à Ezul. Comme le disait Mikasa, ce monde est cruel et beau à la fois. Le peuple prie agenouillé, les mains jointes pour qu'on daigne leur accorder le salut de leur âme. Confronté à une horde de titans colossaux, la vie humaine n'a jamais semblé aussi fragile. Isayama réussit à insuffler à ses planches une cruauté visuelle exacerbée. Les visages se crispent dans l'effroi, les corps se tordent et se déforment, les hommes pleurent et serrent les dents avant de se faire écraser comme des insectes. Et le sang coule à flot. Isayama nous offre une double page, amplifiant la différence d'échelle et de grandeur entre les humains insignifiants d'un côté et les titans colossaux de l'autre. Dans cette fresque apocalyptique, les hommes tentent d'échapper à ce cauchemar lucide en se précipitant dans une falaise. Allégorie des abysses de leur désespoir, comme l'indique le titre du chapitre. Dans cet élan de panique, une femme dictée par son instinct maternel projette son enfant afin de le protéger. La foule brandit le nourrisson vers les cieux comme s'il faisait appel à la clémence de Dieu envers cet être innocent, pur et exempt de tout péché. Le grand terrassement apparaît alors comme une punition divine, moralement clivante auprès du lecteur. L'auteur réussit à matérialiser tacitement et avec brio un fantasme ténébreux teinté d'espoir. Cette scène avec le nourrisson n'est pas sans rappeler l'ending de la saison 2, ou encore le chapitre 122 narrant les origines d'Ymir, où un bébé était élevé vers le ciel comme s'il s'agissait d'une bénédiction. La figure maternelle accompagnée de son bébé est omniprésente tout au long de ce chapitre. Il s'agit d'ailleurs d'une thématique récurrente dans Shingeki no Kyojin. Par exemple, on retrouve cette illustration aussi bien dans le livre d'Historia que dans l'opening. Cette représentation pourrait être associée à la Vierge Marie tenant Jésus dans ses bras, ce qui donne à ce chapitre une dimension religieuse et une symbolique forte. Historia pourrait être comparée à la Vierge Marie. En effet, on surnommait la souveraine d'Eldia divine bergère, ce qui est un vocable marial associé à la représentation de la Vierge Marie. Sans oublier que la beauté d'Historia lui a valu à plusieurs reprises d'être considérée comme une déesse. Historia, accouchant durant le grand terrassement, n'est donc pas forcément un signe de mauvais augure. Cela pourrait au contraire représenter la renaissance d'Eldia, de Marley ou du monde. La reine donne naissance à la vie, pendant que Eren cause la mort, rythmant ainsi le cycle de la vie. L'un commet un acte destructeur tandis que l'autre accomplit un acte créateur. Il s'agit là de deux faces d'une même pièce. Eren veut détruire le monde pour en créer un meilleur. Si Eren est le père de l'enfant d'Historia, cela aurait beaucoup de sens. Son action ferait écho avec les propos de Kruger. Ce dernier expliquait à Grisha et par conséquent peut-être indirectement à Eren que le seul moyen de briser le cycle de haine et de sauver Elia est l'amour en fondant une famille. 家庭を持て。は？妻でも子供でも町の人でもいい。壁の中で人を愛せ。それができなければ繰り返すだけだ。同じ歴史を、同じ過ちを何度も。ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサ、アルミン、誰のことだ？さあ、わからない。誰の記憶だろう。Nous avons exploité la rancune, entretenu le ressentiment. Nous étions convaincus de trouver le salut dans la vengeance, et nous avons rejeté l'intégralité de nos problèmes sur l'île des démons. Nous avons créé ce monstre qui aujourd'hui vient retourner contre nous la haine que nous avons cessé de déverser. Si par miracle nous pouvons à nouveau contempler l'avenir, je jure ici de ne plus jamais répéter les mêmes erreurs, et de tout faire pour contribuer à des lendemains meilleurs.
Ce soldat mort résume à travers un discours poignant 2000 ans d'histoire funeste et sanglante. Aveuglés par la peur et la rancœur, ils n'ont eu de cesse d'alimenter le désir de vengeance auprès de leurs enfants. Ils les ont endoctrinés et se sont servis de l'île du paradis comme exutoire à leur haine. Karina réalise à travers un flashback avec Rainer qu'elle n'a pas su remplir son rôle de mère correctement. Les adultes sont responsables de la situation chaotique qui se déroule devant leurs yeux. Aujourd'hui, Mar paye le prix des atrocités qu'ils ont commises en faisant face au karma. Ils font désormais l'apologie de la compassion et du respect et se rendent compte de l'importance de la philanthropie. Cela n'est pas sans rappeler Pixis qui relatait une légende des temps anciens, où les luttes intestines qui ravageaient l'humanité avaient pris fin dès lors qu'un ennemi commun s'était dressé contre les hommes. À se demander si cet événement dont parlait la légende n'était pas le grand terrassement lui-même. Alors que le pessimisme ronge l'humanité, au loin, les ailes de la liberté percent le ciel et apportent une lueur d'optimisme dans ce gouffre empli de désespoir. À la vue de son fils, les yeux de Karina reprennent vie. Les héros de Mar et de l'île du paradis sont là, prêts à libérer le monde de l'oppression du monstre qu'ils ont engendré. En tout cas, le bombardement sur Eren n'aura été d'aucune utilité, étant donné que ce dernier a fait apparaître un faux titan bestial afin de balayer les flottes aériennes. En effet, il ne s'agit pas du titan bestial, il s'agit du titan marteau d'armes ayant pris l'apparence du titan de Sig. Tout d'abord, il faut bien comprendre que cela va à l'encontre de la philosophie d'Eren de contrôler quelqu'un d'autre contre sa volonté. Dans le chapitre 133, Armin nous expliquait qu'Eren n'a volontairement pas influé sur leur pouvoir de titan. Eren se bat pour sa liberté et ne souhaite pas restreindre celle de ses adversaires. Il souhaite que les autres puissent défendre leur liberté en toute équité. Et bien entendu, Sig n'aiderait jamais son demi-frère étant donné qu'il cherche à l'arrêter. En outre, ce faux titan bestial est blanc, tout comme le titan marteau d'armes. En comparant le vrai titan bestial et le faux, on se rend compte qu'ils sont de couleurs différentes. Ce faux titan bestial est relié à un cordon tout comme le titan marteau d'armes. Eren expliquait dans le chapitre 102 et 107 que le titan marteau d'armes peut matérialiser n'importe quel type d'arme grâce à sa capacité de rigidification. On voit dans ces cases que le faux titan bestial matérialise des cailloux pour les utiliser comme projectiles pour anéantir les forces ennemies. De plus, la phrase que prononce Levi pour désigner le titan de Sig est dans une police d'écriture japonaise spéciale qu'Isayama utilise souvent pour signifier que cela va être démenti plus tard. Au chapitre 133, Levi précisait qu'Eren les espionnait depuis tout ce temps. Eren est donc au courant des plans de l'Alliance. Il sait que ces derniers pensent que Sig est de son côté et qu'en le tuant cela arrêtera le grand terrassement. Eren a donc transformé son titan marteau d'armes en lui faisant prendre l'apparence du titan de Sig afin de leurrer l'Alliance. Vu qu'il ne s'agit pas de Sig, cela signifie que ce dernier peut encore se trouver n'importe où et même être déjà mort. Presque tous les personnages sont en place, sauf Sig, Falco, Gabi et Annie. L'histoire n'étant qu'une réécriture d'elle-même, il ne manquerait plus que le vrai titan bestial, le titan mâchoire et le féminin afin de reconstituer la grande guerre des titans. Le libre arbitre d'Eren a été remis en cause une nouvelle fois dans ce chapitre par Armin. Dans le chapitre 112, le 15e commandant du bataillon d'exploration lui avait déjà posé cette question. Eren à l'époque semblait être affecté par les propos d'Armin. Cela est extrêmement important et peut être interprété de plusieurs façons. Eren est-il contrôlé ou influencé? Si oui, par qui et à quel degré? Il s'agit là d'une facette des mystères du récit très intéressante et qui fera l'objet d'une vidéo de notre part. Comme on a pu le voir, ce qui est certain c'est que Eren aura réussi à provoquer une prise de conscience chez les êtres humains à travers la planète. Quelle que soit l'issue, nous pensons qu'Eren réussira à rompre le cycle de tragédie qui n'a eu de cesse de se répéter au cours des siècles. Son désir d'aller constamment de l'avant est quelque chose de rare et d'unique comme l'a précisé Annie, car il a le courage d'aller à l'encontre du système. Quoi qu'il advienne, il aura eu un impact puissant sur cette ère régie par la haine. Avant de terminer cette vidéo, nous souhaitons vous parler d'un easter egg plutôt sympa qu'Isayama a incorporé dans ce chapitre. On peut voir dans cette case un clown. Il s'agit possiblement d'un clin d'œil au futur film live action de Shingeki no Kyojin, qui sera réalisé par Andy Muschietti, connu notamment pour son remake de Ça. Ce n'est pas la première fois qu'Isayama fait référence à un clown dans son manga. Dans le chapitre 123, un clown tournait Levi en dérision. De la même façon, dans le chapitre 114, on pouvait voir un clown dans les jouets appartenant au fils décédé de Xaver. Enfin, l'audio présenté durant l'exposition de Shingeki no Kyojin au Japon semble correspondre en partie à ce chapitre. Cependant, il se peut qu'il ait été présenté du point de vue de Eren ou avec une mise en scène différente. Donc voilà, nous vous remercions d'avoir regardé cette review. En tout cas, si la vidéo vous a plu, faites-le nous savoir avec un commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications
notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous vous invitons également à acheter le chapitre en format numérique si ce n'est déjà fait, ou alors à acheter le tome relié disponible en France afin de soutenir l'auteur dans son travail. Vous pouvez également retrouver les liens de notre Twitter et Discord en description. Et pour finir, nous tenons à remercier Sophia Chaos, Akofi, Genru et Dani qui nous donnent des précieuses informations concernant les chapitres, ainsi que Xelius, Yosama et Akatsuki no Anime pour leur soutien et leur partage lors de notre dernière vidéo théorie sur Anji. Sur ces remerciements, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sayonara. 特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思いませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だって見てくださいよ。こんなに可愛い。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。